Bonjour et bienvenue dans H2H24. Aujourd'hui, nous partons dans une région qui est 3 fois plus impactée que le reste du monde par le réchauffement climatique, l'Arctique. Pour en parler, nous recevons un spécialiste de l'Arctique, Nico Méred, chargé d'enseignement sur les marchés et la géopolitique de l'hydrogène à HEC Paris et Hillery Lyon. Il est également l'auteur de l'ouvrage Les mondes polaires et membre du comité de pilotage de la Task Force H2 de MEDEF International et de France Hydrogène. Bonjour Nico. Bonjour Marion. Vous êtes avec nous pour parler aujourd'hui du réchauffement climatique en Arctique qui est beaucoup plus rapide que partout ailleurs. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, l'Arctique aujourd'hui se réchauffe 3 fois plus vite que le reste de la planète. Donc qu'est-ce que ça veut dire? L'Arctique, comme l'Antarctique, donc là l'Arctique c'est le Grand Nord, l'Antarctique le Grand Sud, ce sont les deux principaux régulateurs du climat. C'est-à-dire que tout simplement, si l'Arctique est déréglé, si l'Arctique se réchauffe trop vite, de fait, ça va impacter d'une part l'hémisphère nord, bien sûr, et d'autre part, en fait, l'ensemble des climats de la planète. Ce qui se passe en Arctique ne reste pas en Arctique, et aujourd'hui, ce qui se joue, c'est évidemment la survie de la banquise, c'est-à-dire les glaces de mer de l'Arctique, la survie des glaciers de la calotte qu'il y a en Arctique, par exemple au Groenland, donc les glaces qui sont sur la Terre, et enfin le permafrost ou pergélisol, c'est-à-dire les terres gelées qui, si tout le monde ne voit pas ce que c'est, ça représente quand même 60% du territoire de la Russie. Et plus ça fond, plus ça libère évidemment des polluants, des gaz comme le méthane qui vont encore plus aggraver le réchauffement climatique. Et puis évidemment, ça empêchera le développement économique et des peuples de l'Arctique russe, entre autres choses. Alors dans H2H24, nous parlons d'hydrogène. Alors y a-t-il des pistes sérieuses pour l'avenir de la planète, notamment avec l'hydrogène en Arctique? Et oui, c'est ça qui est très intéressant, c'est que en ce qui concerne l'hydrogène, l'Arctique est finalement une partie du problème climatique, comme vous l'avez vu, mais aussi une partie peut-être, je dis bien peut-être, de la solution. Et l'hydrogène aujourd'hui est au cœur de la gouvernance et du développement économique de l'Arctique. Au sein du Conseil de l'Arctique, l'organe diplomatique de référence de la région qui rassemble les 8 États de la zone, mais aussi une ribambelle 13 États observateurs dont la France, la Chine, le Japon, la Corée du Sud, donc des États qui sont évidemment très impliqués dans le secteur de l'hydrogène. Aujourd'hui, il y a 2 programmes au sein du Conseil de l'Arctique qui sont dédiés à l'hydrogène. Et pourquoi c'est si important? Tout simplement parce que l'Arctique est un territoire dans lequel il y a beaucoup de potentiel en termes d'hydrogène. D'une part, il y a l'hydrogène vert, évidemment, l'hydrogène fait à partir d'énergies renouvelables, et en particulier, si vous allez en Islande, c'est de la géothermie dont on parle, c'est de l'hydroélectricité dont on parle. En Norvège, pareil, on peut imaginer aussi des éoliennes, bien sûr, on peut imaginer même du solaire, mais ce que d'autres, comme par exemple nos amis russes ou nos amis américains en Alaska, envisagent en particulier, c'est aussi de l'hydrogène bleu ou turquoise, c'est-à-dire donc de l'hydrogène produit à partir d'énergies fossiles au départ, avec un séquestrateur de carbone pour le décarboner au maximum, mais ce n'est jamais évidemment décarboné de manière parfaite. Donc c'est ça qui se joue aujourd'hui au niveau de l'Arctique, et les 8 États de la zone espèrent devenir des exportateurs d'hydrogène à l'échelle mondiale. Et on a entendu parler récemment de Total qui voudrait décarboner l'énergie russe, comme vous le disiez, vous parliez de la Russie. Qu'en est-il concrètement? Est-ce que c'est possible? Alors c'est possible, et au fond c'est tout à fait logique, c'est-à-dire que dans l'Arctique russe, ce qui se développe, et pas que dans l'Arctique russe, dans les autres régions aussi, c'est évidemment du pétrole, du gaz. Et ce gaz aujourd'hui, il y a 2 façons de l'exporter. Soit vous l'exportez par pipeline, donc par gazoduc, c'est ce qui est aujourd'hui principalement fait depuis la Russie vers l'Europe, mais vous pouvez aussi l'exporter sous forme de gaz naturel liquéfié. Donc vous allez le liquéfier sur place, le mettre sur des méthaniers brise-glace, et ces méthaniers brise-glace vont acheminer ce gaz en Asie ou dans le reste du monde. Et du coup, vous avez maintenant une 3e possibilité pour exporter ce gaz naturel ou ces hydrocarbures en général, c'est donc de passer par l'hydrogène en n'exportant plus les hydrocarbures en tant que tels, mais en exportant l'hydrogène, vecteur énergétique, avec soit du vaporeformage, bien sûr, soit de la pyrolyse, donc c'est-à-dire soit de l'hydrogène bleu, avec un séquestrateur de carbone bien sûr, soit par pyrolyse, donc c'est-à-dire de l'hydrogène que certains appellent aujourd'hui turquoise, c'est-à-dire un hydrogène qui vous laisse évidemment à la fin un sous-produit carboné qui est un sous-produit solide et qui ne va pas partir dans l'atmosphère pour agrémenter le changement climatique. Et donc Total, qui est très impliqué dans l'Arctique russe, qui détient un peu plus de 19% du capital du premier gazier privé russe, Novatek, et bien tout simplement se retrouve face à un cas d'école. Si vous avez du gaz aujourd'hui en Arctique, un programme donc qui se développe sur 20 ans, 30 ans, 40 ans, mais que de l'autre côté, vous savez ou vous voyez bien que à l'horizon 2040-2050, des actifs du secteur du gaz seront des actifs soit en voie d'être dépréciés, soit déjà dépréciés, et bien tout simplement pour dérisquer une partie au moins de ces actifs,
passer à l'hydrogène, ça peut être utile. Et c'est ce qu'ils font aujourd'hui, donc Total et Novatek, par exemple, dans le cadre du programme Hob LNG, qui était un programme donc de gaz naturel il y a encore 6 mois, et que Novatek aujourd'hui essaye donc de transformer en programme d'hydrogène bleu. Donc voilà ce qui se joue en Arctique, et ce n'est pas que dans l'Arctique russe, ça se joue aussi en Norvège de la même manière, aux États-Unis avec l'Alaska, ou encore au Canada. Donc c'est tout à fait envisageable. Et envisagé. Ouais. Et ce sont des projets, évidemment, qui se montent à des magnitudes de plusieurs milliards, voire au-delà de la dizaine de milliards de dollars aujourd'hui, et qui finalement attirent beaucoup, parce qu'il n'y a pas beaucoup de régions du monde dans lesquelles des programmes de gaz naturel ou des programmes d'hydrocarbures en général sur 30, 40 ou 50 ans ont à la fois une perspective de développement qui est relativement certaine, et de l'autre côté, un potentiel donc de décarbonation pour faire en sorte que les actifs ne soient pas dépréciés à l'horizon 2050. Merci à vous Miko, et puis on se retrouve pour une prochaine émission H2H24 à la découverte d'une nouvelle région du monde et l'hydrogène. Merci Marion. Alors pour conclure cette émission sur l'Arctique, on constate que le permafrost fond, les glaciers reculent et que la banquise disparaît. On vient de voir avec Miko Meret que l'Arctique joue un rôle particulier dans le réchauffement climatique au niveau mondial. Alors pour pallier ces phénomènes à l'incidence dramatique, eh bien cette région polaire agit notamment au travers de projets hydrogène. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine émission H2H24.